Sport avec Peugeot, pièces de rechange et services après-vente. Pour l'entretien de ma Peugeot, le mieux c'est d'aller chez qui? Comme toujours, chez Peugeot Auto Guadeloupe, bien sûr. Pour la rentrée jusqu'au 31 octobre, il y a une pluie d'offres et d'avantages incroyables chez Peugeot. Ils te changent tous les essuie-glaces plus le lave-glace pour 29,90 € pour ta 206 par exemple. 29,90 € c'est tout? Non. En plus, il y a une remise de 50% sur le deuxième pneu Michelin ou Kléber acheté. Messieurs, mais c'est ça, Yoga, qui est bonne nouvelle. Peugeot Auto Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre et Baïf. Désormais, nous sommes ouverts en continu. À 18h36 sur Radio Caraïbes, comme tous les vendredis soirs, le magazine de la rédaction Club Sport, présenté par Rudy Zorobabel et Cédric Santine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Sarah, merci d'être au rendez-vous d'un nouveau numéro de Club Sport. Évidemment, le point culminant de ce week-end sportif, c'est bien sûr la deuxième phase de la Caribbean Cup. Cédric Santine, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, un menu corsé en entrée ce soir avec un certain Guadeloupe-Martinique, deuxième rencontre de la phase de poule de la Coupe de la Caraïbe. On y reviendra en ouverture avec Ronnie Béral, le plat de résistance. Il y aura du cyclisme avec Frédéric Théobald, désormais président de l'Excelsior. Deux particularités à cela. Le plus jeune président de l'histoire et c'est la première fois qu'un coureur en activité endosse cette responsabilité. À la carte aussi, il y aura les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui se disputeront chez nous la semaine prochaine. Les pistards sont arrivés, parmi une certaine Olivia Montauban qui devrait être des nôtres ce soir. Et le président de l'Union européenne de cyclisme, Enrico Della Casa, était également avec nous. Et enfin, pour le dessert, Rudy, on vous proposera de l'athlétisme avec un champion de France vétéran en sport d'entreprise sur 100 mètres et en saut en longueur, si je ne m'abuse. Il s'appelle Max Joureau. On y reviendra en fin d'édition. On le disait, Rudy, on commence avec l'événement de la semaine chez nous. C'est la deuxième phase de poule de la Coupe de la Caraïbe. Et pour leur entrée en matière, les Guada Boys ont fait le job face à Saint-Vincent. Et 3-1. Et après donc ce succès des Guada Boys en entame donc de ce tournoi de la Caribbean Cup, Philippe Garin a débriefé avec quelques entraîneurs et quelques joueurs guadeloupéens. Je crois qu'il y a eu deux phases. Je crois qu'on a nettement dominé la première mi-temps, où on aurait dû franchement aggraver le score et ne pas se faire peur. Parce qu'à 1-1, la Guadeloupe a s'est réveillée heureusement. Après, je crois qu'il y avait une seule équipe sur le terrain. C'est vrai que l'équipe en face, avec deux attaquants très rapides, jouait par contre et dans les espaces. Heureusement que la défense a été très sûre ce soir et on a su l'essentiel. On a senti par moments ce manque de cohésion. Mais c'est sûr, je crois que 3 jours ne suffisent pas pour avoir une bonne cohésion, surtout en défense. Mais on a senti quand même une certaine sûreté. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs dans l'axe à un certain moment. Mais je crois qu'on avait déjà fait la différence, donc ils se sont relâchés un peu. Morgane Justina, ton analyse sur la prestation de la sélection de la Guadeloupe? C'était une belle prestation. Donc ils ont essayé de jouer, poser le ballon pour faire circuler la balle. Vu des tribunes, j'ai trouvé que c'était un bon spectacle. J'ai vu des joueurs qui ont mis beaucoup d'impact au niveau défensif et ils étaient appliqués quand même au niveau offensif. Donc c'était un bon match dans l'ensemble. Ludovic Malaki, quelles sont vos impressions sur cette rencontre? La Guadeloupe a très bien joué. Ils ont commencé timidement, mais après, ils ont élevé leur niveau de jeu et on a vu la différence qu'il y avait avec l'apport des professionnels aussi. Ça a beaucoup aidé la Guadeloupe et le résultat est assez probant, 3-1. Kevin Edomalan, quelle est ton analyse sur cette rencontre? Au début de la première mi-temps, on a vu que l'équipe de Saint-Vincent était bien en place. Guadeloupe avait le monopole du ballon. Ils n'arrivaient pas à vraiment trouver la dernière passe pour ouvrir le score. Au bout de la 45e minute, on a vu que Saint-Vincent a eu une petite faille à payer. Guadeloupe a marqué. Et au fur et à mesure, on a vu que la Guadeloupe a encore élevé son niveau de jeu en deuxième mi-temps. Et là, la Saint-Vincent, ils ont plié, quoi, et le résultat était fait. J'espère que contre la Martinique, ils vont encore élever leur niveau de jeu, qu'on verra un match niveau pro, que la Guadeloupe passera ce tour haut la main. On espère aussi contre la Martinique, on espère aussi qu'ils élèvent le niveau de jeu. On gagne, surtout c'est le plus important pour la qualification. Donc après ces réactions concernant cette victoire de mercredi de la Guadeloupe 3-1 face à Saint-Vincent, suite donc de cette deuxième phase de poule avec des rencontres qui ont débuté. La première rencontre a débuté depuis 9 minutes, Rudy, un certain Curaçao-Saint-Vincent. Et lors de la dernière intervention de Ronnie Béral, c'est Saint-Vincent qui menait 1-0. Où en est le score, Ronnie? Toujours ce score de 1-0 en faveur de Saint-Vincent et les Grenadines. Un but, je le rappelle, inscrit à la 6e minute de jeu par un certain Alex Henderson. Une belle frappe croisée dans la surface de réparation, donc qui trompait la vigilance du portier curassien, qui s'appelle tout simplement Sandy. Alors qu'est-ce qui explique que Saint-Vincent soit en tête face à Curaçao? On avait le sentiment que Curaçao avait livré une belle partie face à la Martinique et elle semblait être au-dessus de cette équipe de Saint-Vincent.
Écoutez, Saint-Vincent, Curaçao a bien débuté la partie. C'est vrai que dans les 2-3 premières minutes, on a vu beaucoup de mouvements dans la formation curacienne. Et puis, ils se sont fait carrément surprendre sur rencontre par cette formation de Saint-Vincent qui propose un autre style de jeu, beaucoup plus britannique celui-là, alors que Curaçao pose beaucoup plus le ballon au sol. Ça circule beaucoup mieux du côté de Saint-Vincent. On dirait que c'est un but contre le cours du jeu inscrit par les joueurs de Saint-Vincent. Voilà, donc Saint-Vincent qui mène 1-0 contre le cours du jeu. Un peu plus tard, on dit 20h30, les Guada Boys auront l'occasion de se qualifier en cas de victoire, mais l'adversaire s'annonce coriace, c'est la Martinique. C'est l'affiche de cette deuxième journée de la Caribbean Cup, les Guada Boys contre la Martinique, avec des résultats, des fortunes diverses pour les deux équipes. On vous l'a dit, répétez, la Guadeloupe s'est imposée 3-1 face à Saint-Vincent, alors que la Martinique devait se contenter d'un nul, 1 but partout. Et c'est déjà un match déterminant, Ronny, pour les Guada Boys. En cas de victoire, ils vont composter leur billet pour la Jamaïque. Effectivement, un match déterminant pour les deux équipes puisque la Guadeloupe en cas de victoire va composter son billet, c'est sûr, avec 6 points dans ce groupe 9, et la Martinique qui est dans l'obligation de remporter ce match-là puisque les Martiniquais ont été tenus en échec par la formation de Curaçao. En toute fin de rencontre, je le rappelle, mercredi en match d'ouverture, il y avait donc ce score de 1 but partout au terme des 90 minutes de jeu. La Martinique qui vient d'arriver sur ce stade des Abîmes, les Guadeloupéens étaient là depuis maintenant une vingtaine de minutes. D'ailleurs, je peux vous livrer, si vous le voulez, en exclusivité, la composition d'équipe, puisque j'ai Steve Bizassen qui me l'a livré. Il n'y a pas de changement particulier, sauf que Gildan va céder sa place à Mathieu Bemba. Gildan qui n'a pas été, qui n'a pas en tout cas rempli la mission qui lui incombait lors du match d'ouverture, a cédé sa place donc à Mathieu Bemba. Autrement, on avait une inquiétude concernant la présence de Loïc Loval. Loïc Loval, malgré sa petite douleur à la cheville, pourra tenir sa place sur le front de l'attaque. Il devrait donc épauler tout à l'heure Ludovic Gautin. Alors Ronny, mouillez-vous, quel score, quel est votre pronostic, en sachant qu'effectivement qu'un match nul n'est pas un mauvais résultat pour nous et un match nul ne serait pas rédhibitoire non plus pour les Martiniquais? Effectivement, match nul pas rédhibitoire pour la Martinique ni pour la Guadeloupe. Maintenant, je crois que sur ce que j'ai vu lors du premier match, la Guadeloupe a la possibilité de gagner, donc je vois une victoire 1-0 de la Guadeloupe. Voilà, merci à vous en tout cas Ronny. On rappelle qu'on suivra cette rencontre en direct avec vous à partir de 20h30 pour notre duo Deux Îles. Vous serez en compagnie de Louis-Georges Bérin. On poursuit nous ce Club Sport avec du cyclisme, Rudy, on peut le dire, cette semaine, ou plutôt en fin de semaine dernière. Frédéric Théobald a changé de braquet et de dimension. Il est devenu le nouveau président de l'Excelsior à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. C'était le 4 octobre dernier. Frédéric Théobald, ça change quoi pour vous? Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, ça change qu'aujourd'hui je change de posture. Je suis plus cycliste en activité. C'est une transition. En fait, je suis un homme ambitieux pour mon sport et comme j'ai dit, je suis un homme de vision, pas de mission. Et il est clair que l'ancien président Chazé Sirani, c'est un homme quand même d'une certaine envergure aussi, et c'est un politique. Il est souvent débordé pour mener à bien les projets du club, et puis par rapport à sa fonction, les éventuelles incompatibilités. Donc on a décidé de revoir la stratégie du club. Ça a été une décision brutale ou ça a été petit à petit? Non, pas brutale, dans la mesure où il est deuxième vice-président du club. Mais le fait que vous mettiez un terme à votre carrière? Parce que j'avais déjà pensé à cela, parce qu'aujourd'hui j'ai déjà beaucoup donné à vélo. Ça fait plus de 20 ans de carrière, j'aurais pu continuer, mais j'estime que pour ne pas être en décalage avec la nouvelle génération, je vais pouvoir les accompagner à ma façon, en président avec une équipe de spécialistes, parce que les membres sont restés tels quels, mais j'ai aussi des forces vives du club, Serge Waldren, Hervé Bévis, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au club, Fabienne Lérimont qui est la trésorière, et puis il y a des personnes aussi comme David Drumeau qui fait partie aujourd'hui de l'équipe. J'ai Joël Deschamps aussi qui m'accompagne. Ce sont des gens qui se mettent pas trop en avant, mais qui m'accompagnent de manière proche. Alors Frédéric, on vous a beaucoup entendu. Vous étiez d'ailleurs candidat pour les dernières élections à la présidence du comité régional. Vous aviez beaucoup d'idées. Maintenant, il va falloir passer à la pratique. Vous êtes vraiment sur le terrain maintenant. Vous endossez le rôle de président. Vous changez de dimension. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent aujourd'hui à faire à l'Excelsior? Déjà, au niveau de l'Excelsior, il faut savoir que nous sommes une grande ville. Et puis, à l'Excelsior, j'ai répertorié 80 licenciés, mais on a légèrement moins quand même, parce qu'il y a des membres qui sont pas encore
bien identifiés. Donc il faut augmenter rapidement le nombre de licenciés. Et bien sûr, la base, c'est qu'on n'a pas d'école de cyclisme structurée, parce qu'il y a très peu d'éducateurs formés pour accompagner les jeunes. Aujourd'hui, à le rythme de l'école scolaire qui n'est pas encore adapté, même les professeurs sont en train de crier. Donc aujourd'hui, on va proposer une autre stratégie. J'ai rencontré le maire ce matin pour en discuter. Il est très, très, très réjoui de ma nouvelle fonction. Et puis, c'est un des principaux bailleurs de fonds du club, donc on va travailler en ce sens. Le Frédéric Théobald, président, aura une aussi grande gueule que le Frédéric Théobald cycliste ? Quand il faudra le faire, mais c'est clair que c'est ce qui m'a permis d'avoir l'identité que j'ai aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, je grandis, j'apprends beaucoup, je gagne en maturité, en sagesse. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'apaiser, amener de la sagesse. Et depuis que la nouvelle s'est répandue au niveau de la presse, j'ai roulé il y a 2 jours, c'est comme si j'avais gagné une course à étapes. Les gens me klaxonnent, sont contents de voir une nouvelle stratégie. Donc maintenant, c'est de faire mes preuves avec mon équipe. Est-ce que vous ne craignez pas d'être aussi attendu au tournant, puisque vous êtes en plein état de grâce? Mais bon, on sait que c'est pas non plus évident d'avoir des moyens pour faire vivre certains clubs, enfin la plupart des clubs, que ce soit dans le cyclisme ou dans les autres disciplines. Il est clair qu'en Guadeloupe, les conditions sont difficiles, mais il y a une valeur que j'ai, c'est l'enthousiasme. Donc avec de l'enthousiasme, je vais où je peux aller avec le club, ça veut dire vers l'excellence. Mais on n'est pas là pour brûler les étapes. Le plus important, comme je dis, c'est donner de la confiance aux jeunes. Il y en a pas mal qui avaient arrêté le vélo, comme Cabel, il a gagné plusieurs titres de champion, il s'était dégoûté. Et beaucoup, malheureusement, aussi, il y a des dirigeants qui font croire à ces jeunes tellement de choses alors qu'ils sont dans un monde virtuel. Et mon rôle en tant que président, c'est de leur mettre devant la réalité. Ils doivent se construire eux-mêmes, leur donner les outils pour se construire eux-mêmes. Et en ce qui me concerne, je leur dois rien du tout. Ils doivent simplement se mettre sérieux pour travailler, pour que le cyclisme leur serve de canalisateur. Non, et éviter de se donner un spectacle n'importe comment. Alors souvent, vous avez dit que vous vouliez rendre au vélo ce que le vélo vous a donné. Qu'avez-vous à donner? Vous débordez de quoi? D'enthousiasme, d'envie, de courage. Vous savez, le courage, c'est l'une des premières qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. J'organise des courses cyclistes. J'étais en activité, j'organisais des courses pour donner envie, pour le faire, parce qu'il y en a qui l'ont fait pour moi. Et j'ai côtoyé une génération de coureurs d'expérience, les Durimel, Maréchaux, Noyon, Alexis. Donc j'estime qu'aujourd'hui, il faut donner de l'élan pour redonner envie, regagner aussi le cœur des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, le plus souvent, nos victoires sont, entre guillemets, soupçonnées. Donc aujourd'hui, il faut conquérir. Les gens vont vers la voile parce que on perd des fois en crédibilité, mais heureusement, cette année, on a quand même le championnat d'Europe sur piste, qui est un événement de belle envergure, parce qu'il y a le FEDER qui accompagne les projets en Guadeloupe. Donc tout cela me paraît cohérent. Après, faire parler de la Guadeloupe aussi, on a la route du Rhum, donc c'est une année faste pour nous. Mais en ce qui me concerne, mon club, l'Excelsior, c'est redonner envie aux dirigeants, augmenter rapidement le nombre de nos licenciés, aider les jeunes à se former, passer leur BF1, BF2 pour accompagner les jeunes. Et bien sûr, moi, j'ai mon brevet d'état d'éducateur sportif, donc je vais jouer le rôle aussi. Et j'ai d'autres personnes à mes côtés qui vont faire le travail au niveau marketing pour me faciliter, parce que seul, c'est impossible. Donc aujourd'hui, c'est une équipe. J'amène ma vision du cyclisme, chacun est dans son rôle, parce que comme je dis, le cyclisme avant tout, c'est une affaire de spécialistes. Et il faut bien s'entourer. Alors, l'Excelsior version Théobald, ça va être quoi? Une équipe purement Bémao-Bémaotienne? Non, on s'ouvre. On a quand même... Bémao aujourd'hui fait partie d'une communauté d'agglomération Pointe-Roise, ville Abîme, Pointe-à-Pitre, 3 grandes villes. Cela veut dire qu'il faut se serrer les coudes et travailler en équipe. Non, le club fonctionne avec tout le monde. Aujourd'hui, il faut simplement... il y a une réalité, mais il ne faut pas non plus faire rêver les gens. On a une équipe de jeunes cyclistes. Le plus important, c'est certes amener des résultats sportifs, mais c'est pas que ça. C'est les accompagner aussi à se construire, à devenir des hommes demain. Le professionnalisme n'existe pas en Guadeloupe. Ici, le climat est difficile, le climat social. C'est les aider à se canaliser et en étant sérieux, avoir un comportement digne. Je pense que les portes
vont s'ouvrir et puis c'est à eux de leur donner une chance parce que le plus souvent ils disent qu'on fait rien pour eux. Donc c'est à eux-mêmes de savoir ce qu'ils veulent faire pour eux-mêmes. Et moi, mon rôle en tant que président, c'est de les accompagner sans leur promettre quoi que ce soit. Parce que comme je dis aujourd'hui, quand on voit les patrons du mal à faire leur salaire pour leurs propres employés, c'est pas moi dans une association qui va faire arriver des jeunes. Non, c'est leur donner les outils à se former pour pouvoir devenir des hommes de demain. Alors vous restez avec nous parce qu'on va parler de quelque chose qui vous intéresse particulièrement, puisque la planète cyclisme va être alimentée en grande partie ce week-end par les championnats des petits pays de la Caraïbe, et il faudra succéder à qui ? À Frédéric Théobald. Et oui, Frédéric qui ne va pas défendre son titre, et vous venez de l'entendre. En préambule, il nous disait qu'il avait donc mis un terme à sa carrière. Nos espoirs reposent désormais sur les épaules de Ludovic Turpin. Bernard Solé nous présente la délégation guadeloupéenne qui part demain. Avec une équipe cette année à fière allure, composée de Ludovic Turpin, dernier vainqueur des 20 tours de Périnette et de fort belle manière. Le coureur du VCG représente une carte intéressante pour l'équipe de Guadeloupe. Il pourrait également apporter son expérience au groupe. Autre élément qui pourrait pourquoi pas décrocher le titre de champion, Cédric Mouvin, vainqueur le week-end dernier à Saint-François, régulier tout au long de l'année. Louis Sablon également en bonne condition physique depuis quelques courses. Le coureur de la SBM a envie de clôturer cette saison sur une bonne note. Le jeune Romain Vinto est du voyage également. Le Saint-Franciscain auteur d'une très belle saison. Il est tout simplement récompensé, mais il profitera de l'épreuve en ligne pour acquérir de l'expérience dans ce concert caribéen. Et enfin, on notera la présence de Grégory Blondin, une sélection de la Guadeloupe qui sera encadrée par Fritz Samut. Les Guadeloupéens ont toujours dominé ce championnat de la Caraïbe. Rappelez-vous de la victoire de Jules Trésor, c'était le premier vainqueur de l'épreuve, ou de Boris Carrel chez lui en Guadeloupe. Il y a de cela 4 ans. Marcel Gène a déjà porté ce maillot arc-en-ciel et Frédéric Théobald à 2 reprises. Et cette année, Cédric, on ne va pas disputer l'épreuve contre la montre. Et Frédéric Théobald, que vous inspire cette sélection ? Ah, mais c'est une sélection cohérente. Ce sont des coureurs qui sont encore en activité. Et puis, j'ai eu l'occasion de remporter 2 fois le titre de champion de la Caraïbe à la Barbade et l'an dernier à Curaçao. En 3 participations, on avait fait triplé au Lamentin, donc j'aurais pu faire un 3 sur 3. Mais on s'était mis d'accord, Karen, j'avais fait 3. Donc il faut avoir une chance, c'est un championnat, il n'y a qu'un seul vainqueur, un seul titré, le deuxième et le troisième en général font la tête. Mais c'est clair que Porto Rico, pour avoir participé en 2007 à une course à étapes, même si j'avais les conditions pour aller, j'aurais pas eu de grandes chances de l'emporter parce que le cyclisme, c'est, comme je dis, c'est une affaire de spécialistes, faut connaître, il y a un profil, le terrain est très difficile, on est souvent en prise, ça monte à Porto Rico, c'est pas plat. Donc par rapport à mon profil, je pense que je serais très limité, quoi. J'avais remporté. Dans quel état d'esprit est-on dans ce type de compétition ? C'est pas le Tour de Guadeloupe, c'est pas une kermesse. C'est une course de jour. On l'a pu voir au championnat du monde. Michael Katowski a déjoué le jeu face aux meilleurs. Je pense qu'il faut être bien ce jour-là. Il faut savoir utiliser ses adversaires, mais ses propres équipiers aussi. Il faut une stratégie d'équipe pour que le meilleur gagne. À partir de ce moment-là, des fois, le problème dans les sélections, c'est que tout le monde veut gagner. Et en fait, tout le monde perd à l'arrivée. En fait, il faut un leader pur et peut-être des lieutenants pour faire le travail parce que c'est relevé. Il y a des anciens pros, il y a des pros actuels comme Marc Demar qui évolue quand même à United Healthcare, une équipe américaine qui sera là. Donc, c'est pas une petite course, c'est une course UCI quand même. Donc, en tout cas, Turpin, Pouvin, ça me paraît fiable. Après, il y a des autres équipes aussi, mais Porto Rico, c'est très dur parce que ça monte. Donc, c'est des grimpeurs qui y vont. On a déjà au moins une chance. Merci Frédéric Théobald d'avoir accepté notre invitation dans Club Sport et puis bon courage pour votre nouvelle fonction. Merci beaucoup. Et au programme de ce Club Sport, et notamment de ce week-end, on dit le retour d'une course mythique à Anse-Bertrand, les 50 Lantou-Clocher. 50 Lantou-Clocher qui donc revient au calendrier du cyclisme guadeloupéen. Nous avons avec nous Jenny Gros qui est la présidente donc de l'UVN. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors dites-nous pourquoi l'envie de ressusciter cette course ? Pardon ? Je n'ai pas compris. Pourquoi avez-vous eu envie de ressusciter cette course ? C'est une envie, ce n'est pas l'envie de l'UV Nord, c'est l'envie d'une équipe municipale qui est nouvelle. Donc, ça faisait partie, je crois, de leur programme. Donc, ils nous ont demandé de réaliser cette course. C'est ce que nous avons fait tout simplement. Alors, est-ce que cette course sera au calendrier à la même date, puisque je vous entends très mal. L'épreuve sera-t-elle toujours au calendrier à la même date, puisque les 20 tours de Périnette n'ont pas réuni beaucoup de coureurs ? Eh bien, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est l'envie d'une équipe municipale.
Là, je pense que la course, il n'y a pas grand monde de portillon, c'est-à-dire seul à peu près 20 à 30 coureurs qui prennent le départ demain. Donc, ça laisse quand même à réfléchir. Donc, avec le partenaire, nous allons réfléchir pour savoir si on ne déplace pas la course de calendrier ou si on la maintient. Alors, quels sont les grands noms du cyclisme qui se sont inscrits donc au palmarès de ce Lantou Clocher? Je ne vous dirai pas tous les grands noms, mais je sais qu'il y a Régis Maréchaux, qu'il y a Kenny Darmé. C'est ce nom-là que j'ai retenu. Je n'ai pas retenu tous les grands noms. Alors, je me suis laissé dire, et vous allez affirmer ou confirmer, que Régis, quand je dis Régis, c'est Maréchaux, ferait un comeback. Je ne sais pas, mais il s'est préparé pour. Très bien. En tout cas, c'est à quelle heure le rendez-vous? La course, on vous donne tous rendez-vous à partir de 13h30 pour démarrer la compétition 14h30. 14h30, 50 Lantou avec 16 coureurs, ça va, c'est sûr. Pas 16 coureurs, j'ai pas dit c'est 16 coureurs, je vous ai dit une vingtaine à une trentaine de coureurs. Ah, une vingtaine à une trentaine. Bon, d'après moi, j'ai regardé quand même la dernière fois au comité, il n'y en avait pas les masses. Mais enfin, en tout cas, nous espérons, j'espère sincèrement. Justement, je profite de votre antenne pour inviter les coureurs de la catégorie passe cycliste, senior, junior à venir s'inscrire parce qu'il y a des prix, il y a des cadeaux. Et franchement, l'équipe s'est beaucoup donnée pour pouvoir réaliser cette compétition qui, j'espère, sera belle demain. On sera avec vous, Madame Gros. Vous êtes, je rappelle, Jenny Gros, vous êtes la présidente de l'UVN. Donc les 50 Lantou Clocher, ce sera demain à Anse-Bertrand. Merci à vous. Merci, au revoir. La semaine prochaine, Rudy, nous avons un événement d'envergure dans notre Guadeloupe. Il s'agit des championnats d'Europe cyclistes sur piste qui se disputeront au Vélodrome Amédée Détro de Bémao. Et avec nous dans le studio, monsieur Enrico de la Casa, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la Guadeloupe? Plusieurs raisons, notamment premièrement un comité d'organisation très actif et très professionnel, la qualité du président Philibert Moueza et du comité régional de la Guadeloupe. Ensuite, ce qui intéresse beaucoup les équipes, c'est effectivement la première manche de Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, ici dans 3 semaines, et donc c'est une approche à la Coupe du Monde du Mexique que les équipes ont très appréciée. Quels sont les objectifs que vous avez fixés à l'organisation ? Les objectifs que l'on fixe à tous les organisateurs, c'est-à-dire de la précision, une bonne organisation, une bonne préparation et surtout un bon accueil. Et c'est le cas, donc nous avons vérifié tous ces aspects et tout s'est très bien réalisé jusqu'à maintenant. Combien de concurrents il y avait pour organiser ces championnats d'Europe sur piste? Nous avions 3 concurrents. Et ensuite, nous avons donc penché la balance sur le choix de la Guadeloupe. Alors, on imagine que vous avez des émissaires qui sont venus, on le sait, pour inspecter le vélodrome. Vous êtes satisfait de ce qui a été fait? Nous sommes très satisfaits de ce qui a été fait, en si peu de temps d'ailleurs, donc ce qui démontre que l'organisation est très bien mise en place. Alors, on va disputer ces championnats du monde, championnats d'Europe, sur piste après les championnats de France. Sur ce que vous avez pu observer des championnats de France, quelles sont, et là je vous demande de vous mouiller un petit peu, quelles sont les chances des représentants de la France et singulièrement des Antillais, des Guadeloupéens? Je pense premièrement à une très bonne réussite de la vitesse par équipe, notamment avec la participation dans le trio de Grégory Boger. Et ensuite, le même Grégory Boger monte au banc dans les spécialités individuelles, qui sont des spécialités olympiques. Donc je vous le rappelle que c'est la première manifestation qui commence le circuit de qualification aux Jeux olympiques. Est-ce que c'est une discipline qui rencontre son public en Europe? Absolument, oui, tout à fait. Nous l'avons vu au dernier championnat de France, donc avec plus de 3000 spectateurs le samedi soir, ce qui est, pour un championnat national, c'est énorme. Alors, on vous dit parler de public. Est-ce que dans ce genre de compétition, l'engouement populaire peut aider un champion issu un régional de l'étape, on va dire, ou est-ce que ça se joue uniquement à la pédale? Non, je pense que le public est très important. Et donc là, je pense qu'au niveau des Guadeloupéens, le rapport sera très important pour Grégory et pour Olivier. Et là, les compétitions vont commencer la semaine prochaine. C'est quoi entre maintenant et le début de la compétition? C'est de revérifier les installations. C'est beaucoup de brainstorming, de précision des réunions de travail. Non, ou alors, permettez-moi d'être un peu trivial, on se la colle douce. Non, non, pas du tout. Il y a quand même toute une série. Non, je trouve que l'organisation est très, très complexe pour un championnat d'Europe.
Donc là, nous allons premièrement accueillir les équipes, les séries, donc les entraînements officiels qui commenceront lundi matin. Et donc il y a toute une approche au championnat d'Europe qui est faite de grandes et petites réunions, mais très importantes. Donc là, il s'agira de mettre de l'huile dans les rouages et tout va bien se passer. Alors, vous savez, nous avons rencontré quelques personnes ici, le tout venant, qui nous demandent est-ce qu'effectivement ces championnats vont se faire ici? Alors vous qui êtes là pour en parler, pourquoi les gens doivent venir suivre ces championnats d'Europe? Pourquoi il doit y avoir du monde? D'abord, le cyclisme sur piste est très spectaculaire, vous le connaissez très bien, donc premièrement, au niveau du spectacle, je pense que ça vaut la peine de participer, d'assister à ce championnat d'Europe. Au niveau des concurrents, nous avons là les meilleurs spécialistes du monde, donc, parce qu'ils ont tous besoin de points pour aller aux Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est un spectacle de très haut niveau. Donc, à mon avis, la présence du public sera très très importante. Est-ce que les nombreuses pluies qui se sont abattues ces derniers temps au-dessus de la Guadeloupe vous ont donné quelques insomnies? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'il y a toujours un très beau soleil qui suit la pluie. Oui, d'accord. La pluie ne peut pas venir perturber la manifestation. Non. La pluie, c'est un vélodrome à ciel ouvert, donc en cas de pluie, nous interrompons un petit peu le programme et puis nous recommençons. Il n'y a pas absolument aucun problème. Donc les vélodromes à ciel ouvert sont habitués à ce genre d'imprévu. Alors il y aura cette très belle compétition. On avait déjà eu le plaisir de recevoir il y a quelques années les championnats de France, mais après il y a eu un peu un ventre mou. On s'est pas trop servi du vélodrome. Alors est-ce que on a envie de vous poser la question, est-ce que l'Europe viendra de temps en temps voir la Guadeloupe comme ça? Est-ce que cet outil-là va finalement décoller avec ces championnats selon vous? Bien, je l'espère. C'est un des objectifs d'accueillir en fait les championnats d'Europe ici en Guadeloupe, c'est d'espérer revoir des fédérations venir s'entraîner en préparation des Coupes du Monde qui se disputent en Amérique latine. Donc je pense que c'est une bonne chose. Alors qu'est-ce qui, au moment où nous parlons, qu'est-ce qui vous tracasse un petit peu sur l'organisation, sur la présence des athlètes? En ce moment, absolument rien du tout. Je dois vous dire que ça va très bien. Les athlètes arrivent, les nations arrivent, donc il n'y a aucun problème au niveau logistique. Donc pour l'instant, tout va très bien. Merci en tout cas Enrico de la Casa. On rappelle que vous êtes le directeur général de l'Union européenne de cyclisme, des championnats qui se dérouleront chez nous. Oui, vous ne rêvez pas, au Vélodrome Amédée Détro qui s'est fait beau pour l'occasion du 13 au 19 octobre prochain. Rudy, je vous l'avais annoncé dans le sommaire, il y aura de l'athlétisme et on a dans nos locaux un champion de France vétéran de 100 mètres, il s'appelle Max Joureau. Il est donc champion de France entreprise. Alors bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on a le sentiment, ça fait déjà quelques mois que vous êtes champion de France, mais bon, dans l'intimité, j'ai envie de dire. Micro ouvert, merci, voilà. Alors, on a un petit problème. On va vous demander de changer de place parce qu'on ne vous entend pas. Voilà. Max Joureau. Donc je disais, votre titre, on a le sentiment que vous l'avez eu dans l'intimité. Pourtant, il y avait beaucoup de participants. Et il y en avait beaucoup, puisque comme on dit, c'est le championnat de France de sport en entreprise. Donc toutes les entreprises de France étaient concernées. Et c'est une fédération, donc certaines entreprises de France ont un CE, on va dire c'est un comité d'entreprise, qui font participer leurs salariés. Et il faut savoir que voilà, il y a des actifs qui pratiquent leur activité sportive au sein de leur entreprise. Et l'entreprise même met en valeur. Il y a une fédération qui est faite pour ça et qui organise des championnats et voilà, j'ai participé au premier championnat de France. Et voilà, je suis sorti champion. Je rectifie quand même au tir que je ne suis pas champion de France de la longueur. Je me suis bien laissé malheureusement, mais bon. Voilà, on mettrait ça pour les championnats d'Europe. Alors quel temps avez-vous réalisé en finale? 11-7 pour un vétéran, c'est déjà pas mal. Oh, c'est bien. Ah oui. Vous étiez pourquoi quel est le rapport? Je ne vois aucun rapport. Donc, dites-moi, vous étiez déjà athlète avant ou vous avez découvert l'athlétisme dans l'entreprise? Voilà. Alors, il savait que la pratique du sport, de l'athlétisme, je l'ai pratiqué étant tout jeune. J'en ai fait pendant 17 ans. Donc j'ai participé à plusieurs championnats de la Guadeloupe, les Carifta Games. Donc j'ai quand même vécu. Et il a fallu que je fasse un break pour, on reprend la vie de tous les jours. Et voilà, il a fallu que j'aie cette opportunité de me remettre les pieds à l'étrier. Et voilà, j'en ai profité. Bon, tant mieux, ça a marché. Et on continue encore. Donc j'ai repris dans mon club, du coup, le Gauzy Athletic Club, sous l'effigie de Christian Montout, avec Monsieur Théophile, Olivier Théophile, qui me chapeaute, qui ont décidé de me prendre sous leur aile et on va continuer.
S'il y a un championnat de France, est-ce qu'il existe un championnat de Guadeloupe? J'avoue que... Alors, c'est la démarche qui est pour moi à venir, c'est développer justement cet aspect-là. C'est-à-dire que au niveau national, c'est très connu, c'est une fédération, donc elle est reconnue au niveau du ministère du sport. Donc il y a l'agrément, il y a aussi le comité olympique aussi qui chapeaute tout cela, donc c'est connu. Donc il n'y a pas, ça n'existe pas en Guadeloupe, malheureusement. Donc il faudrait que les entreprises s'y intéressent. C'est facile d'y adhérer. La Fédération française de sport en entreprise, ça existe pour tout le monde. Il suffit d'y adhérer, de prendre les renseignements qu'il faut, de créer un comité, d'avoir un comité d'entreprise. Il y a des sportifs dans toute entreprise. Je pense que même vous pratiquez du sport. Donc, oui, j'ai le championnat de foot, mais voilà. Il est derrière moi. Non, faut pas le dire. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est pas l'esprit de compétition, c'est on l'a ou on ne l'a pas. Non, mais la différence, c'est que le foot, c'est à 11. Non, je disais, j'allais dans votre sens. Je disais que le foot, c'est à 11. Pour entraîner 11 à RCI, ça va être compliqué. Mais justement, c'est-à-dire que moi, j'ai participé à l'athlétisme, mais il faut savoir, c'est un championnat qui englobe tous les sports. Il y a le football, il y a le golf, il y a l'équitation, il y a le cyclisme, il y a tout. C'est vraiment un sport qui regroupe toutes les activités qu'on puisse éventuellement pratiquer au sein d'un club ou autre. Alors, j'ai envie de vous poser la question. 11-7, c'est un temps que vous qualifiez de comment par rapport à vous? Quel est votre meilleur temps? Alors, et à quel temps vous aspirez? Voilà, alors, ma curiosité aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire que je veux savoir à quel temps je vais être aujourd'hui, puisque je les pratique. J'ai fait cette compétition sans entraînement. Ce pourquoi aujourd'hui, j'ai repris dans mon club de cœur, qui est le Gauzy Athletic Club. Et je pense que je pourrais peut-être frôler les 11-2. Et peut-être, pourquoi pas un 19, ce serait pas mal. Ça serait pour... comme je dirais aux petits jeunes qui sont dans le club. On vous envoie au championnat de France. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Mais en 11-2, je pense que je peux y arriver. Je pense que j'ai les qualités pour ça et je m'entraîne pour ça. Alors vous êtes revenu avec un titre de champion de France de sport entreprise. Oui. Patron, il a fait quoi comme geste? Alors voilà, c'est non, parce qu'on peut l'interpeller. Oui, c'est clair. Il s'avère que la participation de l'entreprise est entre 80 et 85%. Tout le reste, ça appartient au salarié qui fait la démarche de payer son billet, payer tout ce qui est organisation fonctionnelle, le train, tout ce qui est voilà. Mais la logistique, c'est appartient aux salariés. Mais c'est vrai que l'entreprise, à 80-85%, doit y participer. Mais le fait de fédérer à la Fédération de sport d'entreprise, il y a quand même une aide qui est allouée par cette organisation-là. Et à partir de ce moment-là, toute entreprise peut y aller. Mais bon, mon entreprise, qui est le RSI, qui est le Régime social des indépendants, m'a permis d'y participer. Voilà. Alors, dites-nous, comment vous vous entraînez? C'est quoi votre semaine d'entraînement? Est-ce que vous avez des aménagements pour vous entraîner? Comment ça se passe pour vous? Je n'ai pas encore d'aménagement puisque je suis dans mon club, donc je m'entraîne les après-midi, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, quelquefois le dimanche matin. Il y a un petit peu de personnel aussi. Il faut vraiment, on n'a plus 20 ans. Donc il y a une manière de s'entraîner, il y a des choses qu'on peut plus faire, il y a des choses qu'on fait, on s'améliore, on apprend son corps. Donc voilà, je suis à cet état de fait. Et je pense que pour l'instant, je m'en sors bien. Moi, j'ai le sentiment, Max, que vous allez conserver votre titre, puisque vous l'avez glané alors que vous n'avez pas sans entraînement. Maintenant, vous entraînez comme un athlète de 20 ans. On va au championnat d'Europe et puis on revient avec la victoire. Bon, on va je vais déjà me tester dans les compétitions en club. Donc, je pense que je vais en faire quelques-unes. Et pas pour damner le plus jeunes qui sont vraiment, qui sont là. Comme disait Frédéric tout à l'heure, c'est encadrer les jeunes, leur montrer qu'il y a quand même il y a du bon reste, il y a des bons restes, et à partir de ce moment-là, on va voir comment les choses se déroulent. Merci en tout cas, Max Juro, d'être venu dans ce studio. On vous souhaite longue vie.